Aujourd'hui, nous allons vous parler des principes de fonctionnement du moteur asynchrone triphasé à cage. Alors, un moteur asynchrone triphasé à cage est une machine électrique qui transforme l'énergie électrique à une autre énergie qu'on appelle l'énergie mécanique. Alors, je vais vous montrer de quoi est composé ce moteur ici qu'on appelle asynchrone triphasé. Un moteur asynchrone triphasé est composé de grandes parties. Donc la première partie qu'on appelle les stators. Deuxième partie qu'on appelle les rotors. Les rotors. C'est ça les deux grandes parties qui constituent ce qu'on appelle un moteur asynchrone triphasé. Maintenant, nous allons représenter les deux grandes parties du moteur là sous forme d'un schéma. Alors, ici, nous avons d'abord ce qu'on appelle un rotor, parce que les rotors, normalement, c'est la partie tournante d'un moteur asynchrone triphasé. C'est pourquoi on l'appelle les rotors, donc la partie tournante. Alors, maintenant, nous avons ce qu'on appelle les stators. Or, les stators d'un moteur asynchrone triphasé est composé de 3 enroulements. Les 3 enroulements sont décalés de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Nous avons les 3 enroulements sont là. Les 3 enroulements du moteur asynchrone triphasé. Les 3 enroulements du moteur asynchrone triphasé. Ils sont décalés de 120 degrés par rapport les unes par rapport aux autres. Donc de 120 degrés les unes par rapport aux autres. Nous avons les 3 enroulements ici. Maintenant, ça c'est l'entrée du courant. Ici, on peut nommer première phase R, S, T. Dans d'autres livres, vous allez trouver les 3 phases sont nommées L1, L2, L3. Mais ici, nous, on représente les phases comme R, S, T. C'est ça les 3 phases. Maintenant, comment les moteurs ici parviennent à tourner? Comme nous avons une première partie qu'on appelle ici le rotor. Ici, on appelle les stators. Donc, les stators qui est composé de ces 3 enroulements de moteur. Ici, maintenant, au milieu, nous avons ce qu'on appelle les rotors. Alors, une fois que vous appliquez la tension triphasée, ici, il s'agit d'un moteur triphasé, pas monophasé. Donc, ici, le moteur demande juste une source qui est triphasée sans naître. Vous alimentez votre moteur avec une source triphasée, ici, les 3 phases. Vous allez voir que lorsque les bobines ici sont parcourues par un courant, ils vont produire ce qu'on appelle un champ magnétique tournant, qui vont mettre directement les rotors ici en mouvement avec la première loi qu'on appelle la loi de Laplace. Première loi qu'on appelle la loi de Laplace. Donc c'est la loi de Laplace qui fait la rotation de ce moteur ici. Or, la loi de Laplace nous dit ici: tout conducteur électrique placé à l'intérieur d'un champ magnétique variable est soumis à une force qui tend à le déplacer. Comme les rotors ici se retrouvent à l'intérieur d'un champ produit par les 3 enroulements ici, donc une fois que vous appliquez la tension là-bas, RST, les 3 enroulements vont produire ce qu'on appelle un champ magnétique qui vont mettre directement les rotors en mouvement avec la vitesse qu'on appelle la vitesse NS. NS, c'est la vitesse statorique produite par les champs statoriques. Or, le NS est donné par 60 F sur P. Or, NS, c'est la vitesse statorique. F, c'est la fréquence. P, c'est le nombre de paires d'épaules ici. 60, c'est le tour que le moteur donne, parce que normalement, il fait un tour complet. Une heure normalement à 60 minutes. C'est pourquoi il tourne les minutes à laquelle le moteur tourne. C'est pourquoi on a mis les 60 là-bas. Alors, après la loi de Laplace, il y a une deuxième loi. Lorsque le moteur commence à tourner, deuxième loi aussi doit s'appliquer. La loi qu'on appelle la loi de Lenz. La loi de Lenz. La loi de Lenz. Lenz, Z. Lenz nous dit quoi?
Les courants induits ont toujours tendance à s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. À la cause qui leur a donné naissance comment? Comme le rotor maintenant, il a été donné naissance par le stateur. C'est le stateur qui a produit les champs et les champs commencent à mettre le rotor en mouvement. Maintenant, le rotor à son tour, une fois qu'il commence maintenant à tourner, il va chercher comment atteindre la même vitesse que celui qui avait donné naissance. Or, il ne peut pas atteindre. C'est pourquoi on appelle ici asynchrone. Asynchrone veut dire donc les champs statoriques est supérieur au champ rotorique. Donc, dès que le rotor commence à tourner, il va chercher comment tourner à la même vitesse que celui qui l'avait donné naissance. Or, il ne peut pas atteindre. C'est par là qu'on parle de la différence de ces deux vitesses ici. Donc, la vitesse du rotor est nommée comme N, la vitesse statorique est NS. Or, la différence entre maintenant ces deux vitesses ici, N et NS, c'est ce qui nous donne le glissement. La différence de ces deux vitesses-là, ça nous donne le glissement. Or, le glissement, c'est la différence de ces deux vitesses, NS et N. Or, NS, le glissement donné par NS, la vitesse statorique moins la vitesse du rotor divisé par la vitesse statorique. C'est ça la relation pour trouver la différence de ces deux vitesses qu'on appelle la vitesse statorique. Or, un champ tournant produit par ces trois enroulements, les champs tournants, c'est la résultante de ces trois enroulements de moteur qui tournent de gauche ou soit qui tournent de droite. C'est ça les principes de fonctionnement d'un moteur à 50 phases. Donc, le principe de fonctionnement de ces moteurs est basé sur le principe du champ tournant. Or, le champ tournant, c'est la résultante de ces trois enroulements de moteur qui tournent de gauche à droite ou soit de droite à gauche.